Alors, c'est un sentiment assez étrange quand on parle de WW Raw. C'est que cet épisode de Raw qui a donc eu lieu cette semaine, donc hier soir dans le USA Network, et ben était un bon épisode. Alors, c'est pas un épisode de ouf, on est bien d'accord, mais quand on y fait la référence, on se rend compte, pardon, que l'épisode se regardait, était plaisant, et finalement, eh bien, il y avait de la cohérence, il y avait de l'avancement de scénario, et il y avait finalement tous les ingrédients qui faisaient qu'un show était agréable à regarder. Alors bien évidemment, il y a des choses qu'il va falloir bien sûr réajuster, et je vais en parler durant cette émission, mais durant ce débriefing, durant cette émission, mais on va dire que c'est assez rare pour être souligné. C'est peut-être la première fois que je vais pas rager à fond. Et ça, c'est une première, parce que prenez tous les autres épisodes que j'ai fait auparavant, on peut pas dire que j'ai été fondamentalement ravi de ce qui avait été fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cet épisode, justement? On va en parler maintenant, on va arrêter de faire durer le suspense, comme on dit très bien, avec tout simplement, tout d'abord, le Miz, qui est donc devenu, comme vous l'avez bien vu, World Champion, WWE Champion, en remportant Elimination Chambers. Il a parlé, il a expliqué diverses choses, on va en parler bien évidemment. Bobby Lashley est venu, il a alors exigé justement que la dette soit remboursée, et il a donné une heure pour finalement dire ce qu'il avait à faire. À ce moment précis, Riddle par la suite a battu John Morrison. Voilà, on a eu l'annonce d'ailleurs de l'arrivée de Rhea Ripley, on va en parler bien évidemment. Les New Day qui ont battu les Retribution, c'est-à-dire Mace et Tibor. Ah, d'ailleurs, Ali était pas content et a dit qu'il en avait marre des échecs. Adam Pearce était sur le ring ensuite puisque l'heure avait expiré. Et MVP et Bobby Lashley donc sont venus. Le Miz a essayé de jouer on va dire l'anguille dans un champ de coton. Et à ce moment précis, eh bien Braun Strowman est venu et a exigé que les choses changent. Finalement, il y a eu un match entre les deux, Bobby Lashley et Braun Strowman. Les deux étaient donc désignés comme si jamais Strowman gagnait, il y avait un triple threat. Ça aussi, je vais en parler parce que pour moi, c'est un petit peu étrange. La Hard Business qui a battu la Lucha House Party. Damien Priest qui a battu Angel Garza. On a eu ensuite un petit segment, on va en parler également, de Randy Orton. Et justement, avec au moment où il a craché, avec ces substances noires qu'on a pu voir notamment. Nia Jax et Shayna Baszler qui a battu Charlotte Flair et Asuka. Sheamus qui a battu Jeff Hardy. Naomi et Lana qui ont battu Mandy Rose et Diana Brooke. Et Jay Styles qui a battu Ricochet. Et enfin, donc Bobby Lashley qui a battu Braun Strowman. Ce qu'on va parler en général. Alors, de quoi on va parler concrètement? On va parler d'abord du Miz et de tout ce qui s'est passé avec le fameux fil rouge au fur et à mesure. On parlera ensuite, bien évidemment, de Randy Orton, parce que Randy Orton, il y a eu un événement qui s'est passé, et justement, on va essayer de définir ce qui va se passer, parce que là, on est dans un truc un peu psychotique qui m'étonne un petit peu. Mais bon, moi, je vais revenir par rapport à ça. On va revenir, bien sûr, sur Charlotte et par rapport à ce qui s'est passé avec son père, et ainsi de suite. On parlera également de Rhea Ripley par rapport à ça. Et enfin, par rapport à tout ça, on verra bien sûr John Morrison et ainsi de suite. Bon voilà. Donc on va commencer tout de suite par parler du premier segment qui a eu lieu au sein de la WWE, c'est-à-dire le segment entre Bobby Lashley et le Miz. Très très bon segment de la part de Bobby Lashley. Bobby Lashley est quand même, et je vais en parler parce que s'il y a un homme qui a porté le show ce soir, c'est Bobby Lashley. Il est quand même assez étonnant d'y voir que Bobby Lashley, pour la première fois, ça n'a pas été le Miz, ça n'a pas été MVP, ça n'a pas été Drew McIntyre, d'ailleurs étrangement absent d'ailleurs, on ne sait pas où il est passé. Ça n'a pas été Randy Orton, ça a été Bobby Lashley. Et Bobby Lashley en un segment qui fait beaucoup penser à un côté un peu Roman Reigns, mais un côté mafia si vous voulez. Mais c'est tellement bien fait. Et Bobby Lashley, il a parlé au Miz, il a, il a parlé, il a été juste dans ses propos. Quand il a dit notamment
que si jamais il ne faisait pas ce qui se passait, eh bien il risquait d'être sans pitié, etc., etc. C'est très, très bien fait. Franchement, c'était, de mon point de vue, hein, c'est la première fois que je peux dire que le segment de Bobby Lashley est réussi. C'est assez rare pour être souligné et justement je tenais à le signaler. Par contre, parlons du Miz, qui te fait un segment où il te parle de il est là depuis 16 ans, personne ne croyait en lui, etc. etc. Ça aurait été justifié s'il n'avait jamais été champion de la WWE, sauf qu'il a été auparavant. Et ce segment qu'il avait fait, il l'avait fait à l'époque. Pourquoi avoir, entre guillemets, remis le couvert? Il aurait dû simplement dire personne, en n'allant pas très loin, personne, j'ai vécu une année compliquée, il peut parler du Fiend, il peut parler notamment de Bray Wyatt, il peut parler notamment du fait qu'il est passé pour un guignol quelquefois, etc., etc. Et finalement, eh bien, il a récupéré la mallette de la part sur Otis, il la cache, et c'est un juste retour des choses. Pas besoin de parler des 16 ans. Là, il est parti tellement loin que je me suis dit, mais pourquoi il va aussi loin? Ça s'appelle se mettre en danger. Et là, il s'est mis en danger, le Miz. Après, j'avais des énigmes justement par rapport à ça. J'avais des énigmes par rapport au fait, est-ce que les liens qui a eu lieu à Elimination Chamber seront bien suivis? Au final, on commence tout de suite avec l'événement qui a eu lieu à Elimination Chambers et les choses se sont regardées. Il y a un lien de scénario et ça c'est bien. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu. D'ailleurs, on va en parler de Randy Orton parce que Randy Orton, ce qui s'est passé pour lui, parlons-en tout de suite. Voilà, comme ça sera réglé. Euh, on peut être déçu du pourquoi Randy Orton n'a pas été la manière. Voilà, je prends un exemple. Pourquoi Randy Orton, alors Randy Orton, il lui arrive des choses, on en parlera plus en détail, mais pourquoi Randy Orton, ce qui lui est arrivé n'est pas arrivé à Chambers? Ça aurait pu valoir quelque chose de fort, quelque chose de grand par rapport à ça. Juste après, on a eu donc Riddle qui faisait face à John Morrison, qui avec la victoire de Riddle, classique, normal, bon match entre les deux, clairement. Après, malheureusement, John Morrison, je suis un peu déçu, c'est que John Morrison, c'est un problème. Il aligne défaite sur défaite. Il va falloir que John Morrison, je sais pas le statut qu'il a à la WWE, mais c'est quand même extrêmement étonnant de le voir quasiment au fin fond du caniveau, quoi. Il est une simple mascotte pour le Miz. On parlait de la mascotte avec Sasha Banks et Bayley l'année dernière, mais alors lui, c'est une giga mascotte. C'est vraiment étonnant par rapport à ça. Justement, après, on va parler alors de Retribution. Alors, Retribution. Je suis tellement... En fait, je vais vous dire la vérité. Je pense que ce gang, soit il faut qu'il y ait comment on appelle ça? Une révolte du gang en lui-même, et qui prenne un autre leader que Ali, que ce soit un autre leader, je sais pas qui, mais que ce soit un autre, et qu'au final, ça apporte quelque chose, ou que ce soit Ali qui dégage les quatre, et que finalement, on réussit à trouver un autre moyen. Parce que là, on est réellement dans une impasse. Aujourd'hui, Ali, Retribution, c'est un échec, mais je n'ai jamais vu ça. Je crois que c'est la première fois, il faudrait qu'on regarde les livres d'histoire de catch, qu'un gang, qu'un clan, alors vous allez me parler des FreeMB, mais les FreeMB c'était c'était logique, puisque les FreeMB c'était un gang, entre guillemets, c'était un clan humoristique. Sauf que là, un clan sérieux, je te parle de Nexus, je te parle du Shield, je te parle par exemple de la DX, je te parle d'Evolution, je te parle par exemple du Bullet Club, à la New Japan Pro Wrestling. Je pense notamment à la Inner Cycle par rapport à ça, je pense au Inner Cycle de Chris Jericho, je pense à les Luchasaurus, etc., etc. Même notamment par exemple le gang avec les Orange Cassidy. Je crois que c'est la première fois, il faudrait qu'on regarde les chiffres, hein, mais c'est la première fois, bon, je ne vais pas refaire les autres, c'est la première fois que un clan
qui est supposé être sérieux, je rappelle, hein, soit si bas. J'ai l'impression que ce clan, ils ne parviennent pas à évoluer. Et c'est terrible. Alors après là, Ali a gueulé, mais on a l'impression que c'est comme quand tu gueules contre Neymar ou Mbappé. Si les mecs en ont rien à foutre, ils en ont rien à foutre. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. On ne sent pas quelque chose. À la limite, là, ils gueulent. La semaine prochaine, ils vont affronter. Surtout, voilà, les adversaires, les New Day. Alors, on n'a rien contre les New Day, ce sont des gens sympathiques. Mais vous imaginez bien qu'un clan aussi puissant, il doit déjà porter le show. C'est-à-dire que là, clairement, on a le sentiment de se dire qu'est-ce que fait cette équipe-là. C'est vraiment une immense déception. Et je pense que si ça ne fonctionne pas et qu'il y a un réel problème, je pense qu'à la limite, dégagez les 4, faites-les revenir à NXT et Ali, fais-le à la limite, refaire faire un face turn, ça sera plus simple. Voilà. Après, on a eu donc la décision avec Shane McMahon et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors déjà, c'est bien qu'ils aient eu un lien par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'était important. Par contre, on va parler bien évidemment de la décision. Alors, segment, comme j'ai toujours dit, sympathique. Braun Strowman qui vient et qui, encore une fois, d'ailleurs pour information, je voulais quand même le signaler, Adam Pearce, il est capable de tenir tête à Omos, qui fait quand même 4 fois sa taille. Il est capable de dire à Strowman, arrête tes conneries, mais il n'est pas capable de dire à Roman Reigns qui pue. Alors je sais que c'est pas les mêmes statuts, etc. Mais bon, quand même. Plaisanterie mise à part. Donc Adam Pearce, à ce moment précis, voit Shane McMahon arriver, donc il explique. Alors, comment vous dire Comment dire Je suis très mitigé par rapport à la décision. Sur l'idée, le segment, il est ce qu'il est, on aime ou on n'aime pas, il y a de l'animation et tout le reste. Moi, ce qui me gêne, c'est la décision. Pourquoi avoir voulu faire un triple threat? Pourquoi avoir décidé que Bobby Lashley serait celui qui serait challenger quoi qu'il arrive? Parce qu'en théorie, les mecs officialisent le fait que Bobby va donc affronter le Miz. Ben oui, mais alors attends, Adam Pearce, c'est un mec qui doit mettre... Alors peut-être qu'il est intéressé par le match, etc. Moi, ce que j'aurais préféré, à la limite, c'est que Adam Pearce arrive, voit le Miz. Alors il le fait à un moment donné, il fait un petit segment, je vais vous le donner, où il dit c'est pas normal, etc. Il dit que doute de tant que champion, va montrer sa valeur en assistant tous les challenges, et ainsi. Mais il aurait pu dire, t'as 1 heure, si tu décides pas pour moi, je déciderai pour toi. Et là, il se dit, Bobby Lashley, tu affronteras le Miz, et là, Braun Strowman arrive. Et après, pour ce qui s'agit de Triple Threat, pourquoi n'avoir pas fait tout simplement un truc tout bête, comme tu l'annonces pas, Bobby Lashley contre Braun Strowman, le gagnant affronte le Miz. Ça changeait quoi? À la limite, ça aurait pu entraîner quelque chose encore, mais là, c'est pas comme ça que moi je voyais les choses. Voilà. Bon, Damon Priest contre Angel Garza, je m'en bats un peu les couilles. On va parler rapidement. Ah bah tiens, on va parler d'abord. On va parler de Randy Orton. J'ai fait un petit speech dessus. Encore une fois, je précise, hein, pour moi, ça aurait dû arriver à l'Elimination Chamber, ce qui s'est passé. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est compliqué pour Randy Orton de mettre une poche de sang. Il y a un arbitre. Hein. Il y a un arbitre, tu lui donnes la poche de sang, tu lui mets dans la bouche. La poche, tu sais, la poche chelou, là. Et au moment où il va faire un RKO, il se sent pas bien, il crache du sang et Kofi Kingston élimine. Là, donc il va cracher du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, il va falloir... Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Randy Orton se met à cracher du sang? Est-ce que Randy Orton est en train de devenir le Fiend? Est-ce que Randy Orton va faire ressusciter le Fiend? Alors ça, par contre, c'est intéressant. Est-ce que Randy Orton serait pas en train de... Ça serait intéressant. Moi, en tout cas, c'est super intéressant. Ça donne envie de regarder. En tout cas, après, je vais pas m'attarder dessus parce qu'un segment comme ça, c'est compliqué. Voilà. On va parler rapidement du... Alors, le match entre Nia Jax et Shayna et Charlotte Flair et Asuka était très bon. Ça, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus.
Le moment où Asuka rejette Charlotte Flair, il est assez anecdotique, mais je pense que c'est surtout le fait que soit c'est parce que Asuka va faire son heel turn ou autre chose, mais il y a le segment, justement, on va en parler après, par rapport à ça. Mais concrètement, Asuka, Charlotte, elle sent que. Asuka, je pense qu'elle est fâchée parce qu'elle sent que sa coéquipière n'est pas là, en fait. Ça lui casse les couilles. Ça, c'est bien. Et après, il y a le segment. Le segment que je trouve extrêmement profond et extrêmement bon. On voit que Charlotte, elle est très émue. Pour une fois, il n'y a pas Lacey Evans qui traîne dans les parages. J'ai l'impression aussi qu'ils ont été un peu obligés de trouver une solution pour justifier l'absence de Ric Flair, puisque comme Lacey ne sera plus là, il ne pourra plus faire quelque chose. Mais pour moi, il y a vraiment une vraie discussion père-fille qui est vraiment bien faite. Tu sens que Charlotte, elle est très émue, elle joue. Les gens qui critiquent Charlotte, mais les gars, regardez le body language, regardez le segment, regardez ce qu'elle produit sur un ring. Je veux bien qu'on m'explique que Charlotte Flair, c'est une lutteuse qui parfois, c'est vrai qu'elle a beaucoup de ceintures et tout ce que tu veux. Je veux bien. Mais à un moment donné, il faut regarder le talent. Charlotte, en un segment, elle te calme tout le monde. Elle a ce qu'il faut parce qu'elle a le gène du Ric Flair, parce que Ric Flair lui a appris le business. Et concrètement, même ce segment d'ailleurs veut dire quelque chose. Ça veut dire, tu m'as tout appris, j'ai plus besoin de toi. Ok, c'est comme un sensei qui dit, tu dis sensei, vous m'avez tout appris. Aujourd'hui, c'est comme Naruto qui aurait pu dire un jour à Jiraiya, bon, il l'a pas bien fait puisqu'on sait ce qui s'est passé. Jiraiya qui dit, voilà, c'est bon, c'est fini. C'est comme le cas de Kakashi, c'est le cas. Quand vous savez que dans Naruto Shippuden, vous avez le retour de Naruto et Sakura qui doit justement refaire l'ancienne épreuve, vous savez, des clochettes. À un moment donné, bah, il dit, à un moment donné, ils s'affrontent, ils réussissent à gagner parce que les mecs ont fait des progrès et on voit notamment, d'ailleurs, cette image est très intéressante parce que on voit notamment les progrès de ce qu'ils ont fait il y a quoi, 6 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Bon, voilà. En tout cas, bon, pour Naomi, Mandy Rose, Nana, je m'en ratape un peu, clairement. Pour Sheamus, c'était un match parmi tant d'autres. Je trouvais ça assez anecdotique, clairement. Voilà. Et AJ, pareil. Est-ce que AJ, concrètement, est-ce que Homos commence à intervenir? Je ne sais pas. Et il y a eu ça. Alors, alors, je comprends. Alors, encore une fois, je précise que le match était très court d'ailleurs. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, encore une fois, tu mets en avant. Tu fais comprendre à la personne en face de toi, c'est-à-dire le spectateur, Lashley est une menace pour le Miz. Alors, je pense que la semaine prochaine, McIntyre va venir et porter ce Claymore Kick et ça va se terminer tel quel. Mais moi, de mon point de vue, Lashley, il fallait... La WWE avait pour l'optique de montrer ce que Bobby Lashley était. Tu fais battre un big man, tu fais mal à un big man, tu calmes un big man, c'est Bobby Lashley. Et j'ai envie de te dire, c'est plutôt une bonne chose. Là, tout le monde se dit, mais, c'est fou, hein. Mais, est-ce qu'il y avait besoin de le faire, ça? La veille, McIntyre se fait défoncer par Lashley. Il le met en pièces. Est-ce qu'il y avait besoin de faire ça? Certains vont dire oui, parce que ça donne encore une plus grosse crédibilité à Bobby Lashley. Mais de l'autre côté, ça perd de la crédibilité à Braun Strowman, qui en a peut-être autant besoin.
Parce que Braun Strowman, aujourd'hui, on ne sait pas quels sont ses plans. On ne sait pas ce qu'il va donner. C'est quand même un mec surimposant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'il y avait réellement besoin? Oui, mais non. Donc, ce moment n'était pas tout à fait utile. Mais, dans les faits, je suis pas mécontent qu'il ait eu lieu. Parce que moi, de mon point de vue, je vois un athlète, une almighty, en clair, la puissance, le tout-puissant Bobby Lashley, réussir à mettre au sol un homme. Et un homme de sa taille. Et le spectateur qui regarde ça, moi qui suis spectateur, fan assidu de catch, je vais le dire, c'était pas utile, mais c'était pas inutile non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des segments à la WWE où tu t'es dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Là, à ce moment-là, il est pas dégueulasse. Il est pas mauvais. Je dis pas qu'il est exceptionnel en soi. Tu te dis dans ta tête, bah, s'il était pas là, ça changerait rien. Mais là, ça apporte quelque chose. Ça raconte quelque chose. Ça montre ce que la WWE veut montrer par rapport à ça. Voilà. Bon. Le bilan du show, concrètement, alors que ma webcam est en train de se virer. Voilà, voilà. Alors, ça fait... Alors, vous voulez peut-être me voir en troublé. C'est peut-être une solution. Voilà. Allez, hop. Le bilan de ce show, concrètement... Il est globalement il est globalement positif. Il est globalement intéressant. Les lignes directrices ont été bien données. À un moment donné, il ne faut pas chercher midi à 14h. Certains vont sans doute dire oui, mais on aurait pu faire comme ça ou comme ça. La seule chose que je vais fustiger concrètement, c'est finalement les matchs bouche-trou en fait. Et là, tu te rends, même s'ils ont été mieux gérés cette semaine, tu sens que ça va revenir à un moment donné. Tu sens que Raw, la WWE, a du mal à trouver des moyens pour faire avancer les choses. On voit notamment, par exemple, avec AJ qui s'est mis à affronter Ricochet, on ne sait pas trop pourquoi. On voit notamment Sheamus qui doit affronter Jeff Hardy. On voit Naomi et Lana qui doivent affronter Mandy Rose et Dana Brooke. Tu es obligé de trouver des matchs parce que tu manques de solutions. Et la solution, on l'a. Réduisez le show de 3 heures à 2 heures. Parce qu'en réduisant le show de... Comme ça. Parce qu'en réduisant... Alors oui, c'est vrai que vous allez sans doute perdre des lutteurs. Parce que forcément, les lutteurs qui ne peuvent pas lutter durant le show de 3 heures, bah forcément, ils vont être dans la merde. Sauf que, regardez SmackDown. Le show est plus petit. Donc forcément, l'intensité, elle est très forte. Votre intensité du moment... Regardez, vous prenez le show de 3 heures. Il est comme ça. Au bout d'un moment, votre show de 3 heures... Et ben l'intensité que vous avez quand vous commencez. Alors, et là encore, ça allait. Si vous prenez la fin, vous êtes à peu près à ça. Forcément, la personne qui regarde un show de 3 heures, il en a ras le cul au bout d'un moment. Il faut d'ailleurs que les audiences en général, ils piquent parce qu'au bout d'un moment, 3 heures, tu peux pas. 2 heures, vous avez 2 heures. Au bout de la première heure, la personne qui voit ça, il sait déjà ce qu'il a vu. Et vous avez vu le nombre de fois où la WWE est obligée de faire un souvenir de ce qui s'est passé on va dire au début du show, etc., etc. Parce que le téléspectateur, si vous prenez des enfants, dans 1 heure, l'enfant, il sait plus ce qui lui est arrivé. Soit tu mets des images impactantes et dans ta tête, tu te souviens de ça, mais sinon, voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le show en lui-même. Donc, c'est pas un mauvais show, loin de là. C'est même plutôt un bon show. Mais voilà, il y a des choses à faire. Il faut continuer dans cette voie-là. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à bosser. Je sais que certains vont dire « Ouais, mais les audiences, ça suffira pas. » Les audiences nous remonteront si vous y croyez, et ça, c'est le plus important. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le catch.